très proche de la jonction œsogastrique et on risque de passer par le diaphragme ou bien par l'œsophage, et là c'est le drame. Et si on passe par le segment 3, c'est plus sécure pour nous, mais le fil guide va rarement au niveau de la voie biliaire distale et au niveau du duodénum. À ce moment-là, ce qu'on fait, on peut utiliser la voie transbulbaire et la voie en sus-papillaire. Mais là, ça expose à des perforations. Et la voie la plus sûre pour nous, c'est de passer par le segment 2 parce que c'est droit et on descend directement. Après, sur 1000 KT, tu as peut-être 2 cas où tu peux utiliser cette technique. C'est vraiment quelque chose de très avancé et c'est pas courant. Oui? On vous remercie pour cette excellente présentation, Dr. Bouquet. J'aimerais bien vous poser une question concernant les néoplasies de la tête du pancréas avec une infiltration de la paroi duodénale. Oui. Parce que nous, en pratique, on passe directement, si on a un échec, moi personnellement, si j'ai un échec de cathétérisme biliaire, je passe directement en infundibule. Donc généralement, on trouve beaucoup de saignements avec ce genre de patients, d'autant plus qu'on ne dispose pas d'échondoscopie et même on ne maîtrise pas. Donc c'est des techniques de rendez-vous, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous préconisez quoi devant ce genre de patients? Parce que parfois, on lève la main. La règle est simple, il faut toujours prioriser la voie naturelle. Si on peut faire un drainage transpapillaire, c'est la meilleure manière. Il y aura moins de complications et l'évolution sera faite naturellement. À ce moment-là, en échondoscopie, si on fait l'échondoscopie, on voit déjà qu'il y a une infiltration de la paroi. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien parce qu'on va voir, si vous faites l'échondoscopie, vous allez voir que la voie biliaire est prise sur 3, 4, 5 cm. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire l'infundibulotomie et creuser dans la tumeur. Là, soit on fait une cholédocoduodénostomie, mais le souci c'est qu'il y a la prothèse, il y a la sténose, et donc il y aura les angiocolites de reflux. Et là, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. On va utiliser la voie extra-anatomique transgastrique et on fera en même temps soit un stent duodénal, soit on fait une gastro-entéro-anastomose avant notre geste d'hépatico-gastroscopie. Il faudra commencer par le distal, puis aller vers le drainage biliaire. On donne la parole au prochain. J'ai une dernière question, c'est simple. Abdelraouf, quels sont les éléments de base avant de commencer votre geste? Je fais référence à la position du patient, il y a une préparation, une prémédication particulière pour faciliter le geste. Justement, on a mis les trois, je ne sais pas si tu as vu au début de la présentation, il y avait ce qu'on peut changer avant de passer à une technique avancée. Il y a des fois des choses simples. Changer juste la position du patient, changer le positionnement du duodénoscope et de passer d'une position longue à une position débouclée ou bien une position débouclée à une position longue. Parce que 99% des KT se font avec une position débouclée. Avec une position longue des Asiatiques, précisément des Japonais, on peut être plus stable devant la papille dans certaines situations, lorsque c'est une papille distale ou bien très proximale, très proche du but. Je pense qu'il faudra commencer par ça. Changer de position du patient, changer les positions de l'endoscope et essayer de changer la technique de cathétérisme. Soit un cathétérisme classique, soit la kissing technique où on travaille très proche de la papille. Il y a certains opérateurs qui utilisent que la kissing technique. Ils sont toujours très proches de la papille et ils essayent de rentrer avec l'instrument et améliorer la position avant de passer à une technique avancée. Après, si on a l'expertise et on a l'habitude, il ne faudra pas très tarder à utiliser une technique avancée. Je pense qu'au bout de 4-5 minutes, il faudra passer directement à une autre technique, sinon vous allez augmenter le taux de pancréatite, c'est dit dans les études, qui passe de 4% jusqu'à 13% si vous passez plus de 10 minutes. Et c'est pour ça que les gens ont mis ces recommandations pour le cathétérisme difficile. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, je voulais faire un professeur Sam.
Je vais faire un commentaire. Ça résonne trop. Le taux d'échec est en moyenne de 5% dans le cathétérisme. Donc vous avez 5 malades sur 100 patients qui ont échoué à cathétériser. Donc ce que je voulais un petit peu pour les collègues qui font du cathé, c'est de ne pas avoir cette facilité d'aller faire une précoupe, d'aller toucher à l'aiguille. L'infiltrébulotomie, c'est un geste à risque. Reste de perforation, on envoie. Reste de pancréatite. Surtout quand on fait une précoupe à partir du sphincter. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas avoir cette facilité, surtout si on n'a pas d'expertise, si on n'a pas fait ce genre de geste sous l'aide d'un expert. C'est pour ça que moi je recommande à mes collègues de ne pas y aller faire des précoupes sans qu'on ait au moins une base, comment utiliser l'aiguille. Vous avez la profondeur de l'aiguille qui est très importante. Ne faites pas sortir l'aiguille complètement. Vous avez respecté les plans de coupe. Commencez à dégager la muqueuse. Il faut que vous arriviez à avoir le sphincter pour commencer à couper. Donc la facilité d'utiliser la précoupe, elle est très très dangereuse. Faites attention à ça. Vous avez 5 patients sur 100 où on peut échouer. Si vous avez échoué, n'ayez pas la honte, soyez prudent, confiez votre patient à un expert. Sinon, faites venir un expert pour retenter le cathétérisme. Ça nous arrive de retenter le cathétérisme et de réussir. Et sachez également que ce n'est pas toutes les papilles qui acceptent une précoupe. Il y a des papilles où je vois, je peux faire ma précoupe. Il y a des papilles où je dis, j'opère ce malade, je ne le touche pas. Il y a des papilles où vous mettez une aiguille, un coup d'aiguille, c'est une perforation. C'est une contrainte. Alors c'est ma seule, après le cathétérisme, avec le temps, on finira toujours par trouver nos propres astuces. C'est pas vraiment 1 plus 1 égale 2. C'est avec le temps que vous avez un petit peu les facilités comment arriver dans la mobilière, mais la seule crainte, c'est la facilité d'aller vers des précoupes. Moi je revois des patients avec des papiers complètement déchiquetés, complètement déformés, qui reviennent d'une perforation. On arrive parfois par chance à ce qu'on la traite de façon conservatrice, mais prenez le temps d'apprendre la précoupe et également de voir les bonnes indications de la précoupe. En fonction de la papille, en fonction de votre échec. C'est pas dès qu'il y a une facilité, on a remarqué qu'il y a une certaine facilité à aller rapidement à la précoupe. Vous mettez 1, 2, 3 fois votre aiguille, votre fil guide, ça ne passe pas, allez, on va faire la précoupe. Et ça, c'est très dangereux. Prenez le temps de bien réfléchir, d'utiliser que le fil guide pour un petit peu augmenter vos chances de cathétérisme. Il faut apprendre d'abord à catétériser, à être dans la voie biliaire, avant de dire voilà l'essentiel le plus important, il faut que j'arrive à la voie biliaire. Voilà, c'est mon seul commentaire. C'est faire attention à la Je remercie Ahmed de ce message qui est très très important. Je pense que je rejoins complètement, je suis entièrement d'accord avec le professeur Salah sur le fait que, effectivement, chez un expert, le taux d'échec ne dépasse pas 4%. Donc si vous êtes un taux d'échec aux alentours de 10, 15, 20, c'est que vous n'êtes pas encore au stade d'expert et donc ça ne nous permet pas d'aller vers des techniques avancées. Je pense qu'il faudra, comme vient de le dire le professeur Saleh, s'améliorer sur les techniques de base. Si on arrive à atteindre les 96% de cathétérisme, à ce moment-là, on se dit que oui, on peut cathégoriser 96%, 4% peuvent passer à une technique avancée. Et là, soit vous faites la technique avancée quand il le faut, si je n'ai aucune urgence, ce n'est pas la peine d'aller à faire toutes ces techniques-là. On peut reprendre le patient un autre jour, donc 4 jours, 3 jours, une semaine, ça nous arrive de faire une précoupe où il n'y a rien, une infundibulotomie, on n'a pas de bile, on revient 3 jours après, on voit la bile et on peut cathétériser sans aucun problème. Et là, il faudra faire peser le pour et le contre, et surtout l'urgence et le degré d'urgence à cathétériser ou non. Vas-y, Samuel. Une petite remarque, les chiffres qu'on avance, 96%, 90%, pour les experts. Pour les experts. Les centres. On n'est pas des experts en Algérie ou en Tunisie. On n'a pas le débit. Mais le professeur Salah, il sera d'accord à 100%. Le plateau technique, c'est pas le même. On n'a pas les mêmes sphinctérotopes, on n'a pas les mêmes fil guides, on n'a pas les mêmes aides expérimentées qui ne font que ça. Donc les conditions pour dire je réussis 90%, oui, je l'ai réussi des 100%. Mais il y a tout un environnement autour, j'ai pas tout. Donc réellement, on n'a pas des centres référents où tu as
on va se dire un centre qui fait du KT et tu as tout ce qui est autour, il est draine. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Tout le monde veut faire du KT. On n'arrive pas, comme la remarque qu'on a dit mon confrère, est-ce qu'on peut arriver à faire 1000 KT par an? C'est presque absurde. Aux États-Unis, oui, parce que c'est des centres qui ne font que ça. En Europe, pareil, mais pas chez nous. Alors, Samy, la définition d'un expert KT, Ça, je ne suis pas d'accord avec Samy. c'est 1000. Comme il a dit. C'est plus de 1000 KT ou bien 1000 ou bien 10 000 heures. Et je pense que toi, tu as fait plus que 1000 KT. Je pense que le professeur Salah a fait plus que 4000 ou 5000 KT durant sa carrière. Et donc, un expert, c'est le nombre de patients que tu fais dans ta carrière. C'est pas par an. Par an, c'est normalement. Si on fait moins de 120 KT par an, il faut arrêter l'activité. Il faut faire plus de 120. Sinon, je pense qu'on est en 2024. Si on n'a pas un plateau qui est, parce qu'on a maintenant toutes les fermes installées, on est dans le libéral. Les gens peuvent acheter son matériel, peuvent s'équiper. C'est une question de nombre de patients qu'on fait, comme il a dit Raouf. Si on est dans les 1000 patients an, on est expert. Ça je faut le dire. On n'est pas derrière. Il faut que vous sachiez qu'on n'est pas derrière. Les Algériens, on a des experts. On a des experts qui font du billard. Moi, là, je parle aux jeunes qui veulent se lancer dans le milieu. Que ma logique, ma règle pour l'apprentissage. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, venez, il y a un petit workshop une journée pour le billard, vous allez apprendre à faire de la CPRE. Le type, il vient assister, parfois il peut toucher le gyroscope, et il rentre dans son centre et il fait la CPRE. C'est pas ça. Si on veut apprendre la CPRE, vous avez minimum 3 à 6 mois de duodenoscopie et également de KT avec l'expert. Vous avez 3 à 6 mois de cathétérisme avec l'expert. Après, vous commencez la spectro sur 3 mois. C'est toujours au moins 1 à 2 fois par semaine. Après, vous passez au clinique avancé, la macrodilatation, l'extraction, la lithotripsie. Donc, on a minimum sur 1 an, 18 mois de formation avec l'expert. c'est les recommandations. Ça ne coûte rien du tout à un jeune de venir, de s'inscrire dans un centre. Moi, mes collègues, personne ne ferme ses portes. Personne. Aucun des gastro, des endoscopistes algériens ne ferme son centre pour les jeunes. Il suffit juste de dire, on ne peut pas se mettre à 3-4 pour apprendre la CPRE. Un centre peut prendre 1 à 2 éléments par session. Après, les gens, ils peuvent s'inscrire, et puis voilà, dès qu'il y a une place, vous pouvez m'aviser. Après, vous faites ça pendant 1 an et demi, 1 à 2 fois par semaine, et là, vous aurez toutes les idées pour un petit peu s'émanciper et voir c'est quoi une CPRE. Vous allez pratiquer, vous allez toucher, vous allez faire tout ce qui se fait en CPRE. Donc, c'est mon message aux jeunes de ne pas y aller voir 1 fois, 2 fois, après on commence sur un malade. Parce que moi, je traite un malade, je ne traite pas une papille, je ne traite pas une voie biliaire. Parce que ce malade-là, ça peut être ma maman, ça peut être mon frère, ça peut être la maman d'un ami qui attend en salle de réception à la fin de l'intervention. Je ne veux pas, on lui annonce, voilà, j'ai perforé, là j'ai une pancréatite, il y a un coût, il y a la morbidité, il y a la mortalité. Donc tout ça, il faut qu'on voit le patient en premier lieu. Tout ça, c'est beau, mais réellement, je ne vais pas parler d'Algérie, mais en Tunisie, la réalité, pas d'hypocrisie, genre tous les centres sont ouverts, on peut apprendre. Personne ne veut faire apprendre. Ça, c'est la réalité. On peut demander aux jeunes, malheureusement, pas Tunisiens ici, mais moi, je suis passé par ça quand j'ai commencé à faire du KT en 2010, 2009, et toutes les portes étaient fermées. Ah, viens, tu vas apprendre, viens, centre hospitalier, tout ce que vous voulez. Le fait que tu étais observateur, on ne te laissait pas toucher. Oui, tu dois attendre, tu vas attendre combien? Tu te déplaces, tu bloques une journée, tu es observateur, tu ne touches pas pendant 2 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, les formations sont fermées. C'est pas qu'ils veulent les fermer, limite de matériel dans les hôpitaux. Les patients, il ne faut pas qu'ils ressentent beaucoup de complications. Donc en fait, il faut élaborer quelque chose de nouveau. Par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, il faut le voir, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas les moyens, je suis désolé. Quand vous me dites qu'on dispose du matériel et des firmes, je suis désolé. Alors, vous prenez le catalogue de n'importe quelle boîte, sans citer les noms, on n'a pas tout. On a un interrotome ou 2, un filtre ou 2, c'est tout.
les modèles de base. Et je le dis haut et fort, on a l'entrée de gamme. On n'a pas tout ce qu'il y a de mieux. J'assiste à des congrès ou à des workshops à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Il commence à faire son café, le fil guide ne passe pas, il le balance, il prend le nouveau fil guide, il change de fil guide. Ici, en Tunisie, j'ai qu'un seul modèle de fil guide, je ne peux pas changer. Et quand je dis aux fournisseurs, j'ai besoin de ce type de fil guide, je ne vous raconte pas les prix. Donc on est vraiment limité, il faut trouver une solution, je ne sais pas laquelle, moi je ne trouve pas. Même si je reçois des gens pour faire du KT, je ne peux pas leur confier mes malades. Donc je n'ai pas de solution pour l'instant pour les former. Et même venir en observateur, ça ne sert à rien. Ils vont passer leur temps à regarder, c'est tout. La solution, on a discuté avec, donc ça c'est une société savante. On doit arriver à être le diapason des standards internationaux, c'est-à-dire avoir un curriculum en endoscopie. Là, je discute avec des collègues, avec la FREJ, on essaie un petit peu de travailler sur ça. Il faudrait qu'on arrive à avoir un curriculum. Il faudrait que le candidat n'a pas à venir voir l'endoscopiste en personne pour qu'il soit mis sur la liste. Il faut qu'il y ait des comités qui sont dédiés à ça. On peut un petit peu drainer en fonction des besoins, en fonction des souhaits des candidats. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut faire du biliaire, il y en a qui veut faire de la dissection, il y en a qui veut faire de l'endoscopie de base. Il faudrait qu'on ait des curriculums, qu'on ait des DU d'endoscopie. Et là, le travail est assez long. J'avais proposé aux Tunisiens, à la société tunisienne, donc tout le monde veut faire du KT, tout le monde veut faire de la dissection, mais il faut la vérité en face, c'est pas tous les gastros qui sont aptes à faire du thérapeutique. On voit un endoscopiste ou deux, un est confiant, il est calme, et l'autre il est stressé devant le fibro. Donc il y a un qui va faire du diagnostic, et l'autre il est apte à faire du thérapeutique. Donc j'ai proposé, on prend tous les jeunes qui veulent apprendre, il faut faire des tests, les voir pour les manipuler un tube, est-ce qu'ils sont à l'aise dans une hémorragie, etc. Et sélectionner les gens qui vont percer. Et là, on les prend en charge, de A à Z. C'est comme tu as dit, il faut qu'ils fassent, ils viennent 6 mois, 1 an dans le service, ils ne sortent que s'il fait 50% KT, tout seul. Et là, on peut l'envoyer où il veut travailler. Merci tout le monde. Merci. C'est Abdelraouf. Donc, toujours dans le même thème. On va enchaîner avec la deuxième communication donc, qui va être présentée par notre ami expert, le Dr Sami Boudibouz, à savoir apport de la macrodilatation du sphincter body dans le traitement des gros calculs cholédosiques. Bonjour tout le monde. Je remercie toute l'équipe pour cette invitation. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc, on m'a confié le thème de la macrolithiase. On va parler spécifiquement de la macrodilatation. Donc, en introduction, les CPRE, c'est le traitement de choix de la lithiase de la voie biliaire principale. Il faut garder le chiffre que dans 15% des cas à peu près, le traitement conventionnel qui consiste en une sphinctérotomie ne suffira pas à avoir une clairance de la voie biliaire principale. Je ne vais pas parler trop de la cholangioscopie, qui est de nos jours le traitement de choix pour ces macrocalculs. Alors, en 1982, on a introduit la dilatation du sphincter d'Oddi et elle se limitait à 10 mm. Ce n'est qu'en 2003 qu'on est passé aux macrodilatations et on passait de 12 jusqu'à 20 mm au maximum. Qui dit macrocalcul a une définition. En général, on parle de calcul soit de plus de 12 ou de 15 mm selon les équipes. Ensuite, la présence de plusieurs calculs, c'est les empierrements qui peuvent constituer aussi l'équivalent de macrocalcul, donc c'est des calculs difficiles. Un calcul de 20 mm qui est en forme d'obus est facile à extraire s'il est pointu vers le bas. Par contre, un calcul de 15 mm avec une forme polyédrique va changer la donne. On n'oublie pas les facteurs anatomiques, surtout les sténoses du bas cholédone. Le SGE, en 2019, a sorti des recommandations concernant les macrocalculs. Donc, une sphinctérotomie courte associée à une macrodilatation et le traitement de première intention pour les macrocalculs. On doit céder d'une lithotricie mécanique en cas d'échec d'extraction après une macrodilatation. Et comme je vous ai dit, bien sûr, la lithotricie avec
le SPY est l'une des premières indications aujourd'hui de plus en plus en vogue, quand elle est disponible bien sûr. Donc ça, c'est le consensus de 2016 sur la macrodilatation. Bon, c'est un peu chargé, mais j'essaie de résumer un tout petit peu. Donc, la macrodilatation, elle a été établie avec ou sans sphinctérotomie, c'est pas obligatoire, et est une alternative à la lithotricie. C'est l'indication de première intention si on diagnostique un macrocalcul. Et vous verrez par la suite, sur le plan pratique, c'est pas tout le temps qu'on se retrouve avec un diagnostic pré-CPRE. Personnellement, on reçoit les malades avec une échographie, un compte rendu de scanner, sans image, et là, on tombe sur un macrocalcul de 10, 15, 20 mm sur une voie biliaire qui est dilatée, qui n'a pas été bien décrite. Alors, la macrodilatation, on peut la faire sans sphinctérotomie. Ça a été recommandé en 2016, surtout en cas de trouble de l'hémostase. Il y aura moins de saignement. Ce qui est acquis à 100%, il ne faut jamais dilater sur une sténose du bas cholédoque. C'est un risque de perforation accrue. Donc, avoir un cholédoque vers le bas qui fait 10 mm, un calcul qui fait 15, un cholédoque à 18, si on a 2 cm de sténose et qu'on dilate à 15 ou 16 ou 17, c'est la perforation assurée. Donc, il faut connaître ses limites. Alors, bien sûr, on est un samedi après-midi, on nous adresse un patient pour une CPRE, supposer un petit calcul, on accède à la papille et on trouve un macrocalcul. Si on n'a pas ce qui est en jaune, surtout les deux premiers, il faut avoir le ballon de dilatation adapté. C'est-à-dire adapté, un calcul de 14-15 mm, on a juste un ballon de 18-20, ce n'est même pas la peine d'essayer. La perforation, elle sera là. Et on joue les dégâts. Donc, il y a une anecdote, 2 CPRE de 10 minutes valent mieux qu'une CPRE avec une complication. Donc, si vraiment on n'a pas de matériel adapté, on fait le KT, on met une petite prothèse et on sort, on reprend le patient avec le matériel adapté. Donc, on a besoin du ballon de dilatation. Il y a des ballons de dilatation dédiés aux biliaires qui sont courts, qui font 3 cm. Alors, pour les ballons de dilatation de Boston, on voit les 3 cm qui sont vraiment impeccables, faciles à manipuler, ils sont courts, mais la seule limite qu'on a, ça ne dépasse pas les 15 mm. Un calcul, si on veut dilater à 16, 17, 18, il y a des ballons de 5,5. Ça, c'est le gadget que j'adore. J'ai découvert, ça fait à peu près 7 ou 8 ans. Je n'ai pu l'avoir que ça fait peut-être 3 ou 4 ans en 2020. C'est Olympus qui a développé. Donc on a un sphinctérotum et juste derrière il y a un ballon de dilatation. Donc en termes de gain de temps, c'est énorme. On verra une vidéo tout à l'heure où il n'y a pas de changement de matériel, il n'y a rien du tout en fait. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a fait l'accès à la voie biliaire, on a opacifié, on a notre calcul. Ou plusieurs calculs. Donc la première chose, on retire le sphinctérotum, on laisse le fil guide en place et on monte le ballon tout doucement. Ça, c'est la première étape. Il ne faut jamais utiliser un ballon, comme je vous dis, avec un décalage de 15 mm, il faut mieux utiliser un 15, 16, 18 et dilater à 16. 18 sur une 15, c'est un risque à courir, mais il y aura une perforation. Une fois le ballon en place, il ne faut pas mettre la seringue d'insufflation directement. Moi, je vous le dis parce que l'aide va pousser rapidement. Il vaut mieux prendre une seringue de vin avec un produit de contraste, faire entrer juste la première partie du ballon dans le canal, dans la voie biliaire, et injecter tout en gardant le ballon dans le canal opérateur. Le but, c'est quoi? Si le calcul est en bas, on va le repousser vers le haut. Donc, il ne faudra jamais gonfler un ballon avec un calcul juste à côté. On va perforer. Donc, il faut s'assurer que le ballon est en place. Pour la durée de l'insufflation, on va avoir un ballon avec une encoche au milieu, comme pour la chalasie, et dès que l'encoche disparaît, c'est bon. Le sphincter a été déchiré. Donc, pour les pressions, chaque ballon a sa pression. En général, c'est du 3,5 au départ pour le premier grade.
vous montrer sur cette vidéo. Qu'est-ce que c'est une dilatation? En pratique, c'est quoi? Là, on monte, on opacifie, il y a un macro-calcul en haut, plein de petits calculs vers le bas. Donc on prend notre temps. Là, on a changé l'instrument, on va monter le ballon tout doucement. On voit le repère. Alors, chose importante, là, une petite pause là. Ça ne marche pas là, bon, pas de souci. Alors, une fois le ballon va être gonflé, non, la vidéo ne veut plus passer, c'est bon. Alors ça, c'est l'astuce, le problème à éviter. On gonfle avec une seringue de vin, le ballon en bas, il est gonflé totalement, sans pression. Par contre, au niveau de la voie biliaire, on voit qu'il est un peu ratatiné, donc il n'arrive pas à s'étendre. Pareil, désolé. Donc il faut prendre son temps. Le ballon là, il y a un calcul qui le bloque, il y a plein de petits calculs qui le bloquent. Il faut le mobiliser un peu, le sortir, le bouger. Là c'est juste le résumé, on le bouge un peu et voilà. Bon, ça c'est le résumé de la vidéo. Et là, une fois on injecte, on voit le sphincter se dégager vers le bas. Là on a mis la seringue, c'est bon. Le ballon haut, il est vide, il n'y a pas de calcul. Et ça c'est la disparition de l'encoche. Donc là, c'est bon, on peut sortir. Alors, pour les risques, les pancréatites avec ou sans dilatation, c'est le même risque. Les hémorragies, plus on élargit la sphinctérotomie, plus le risque d'hémorragie est important. Mais sinon, avec une petite sphinctérotomie, les risques de saignement sont les mêmes. On verra sur les vidéos par la suite, ça va saigner. À 100%, ça va saigner. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas aussi s'acharner à contrôler une hémorragie avant d'extraire le calcul. De toute façon, si on va coaguler ou faire une pression ou laver ou injecter de l'adrénaline, par la suite, il y aura la manœuvre d'extraction du calcul, ça va ressaigner de nouveau. Donc en général, on laisse le fil vide en place, on retire le calcul, après on voit si ça saigne encore ou pas. Bon, pour le risque de perforation, comme je vous ai dit, alors, si le ballon n'est pas adapté, si on dilate une voie biliaire à 12, 13, à 18, c'est sûr, le risque est plus important. Et bien sûr, si on a une sténose du bas-cholédoque, ce n'est pas la peine de dilater. Donc on va parler maintenant, illustrer quelques cas cliniques. Ça, c'est une patiente de 68 ans. Elle n'a pas de vésicule, elle fait des colites hépatiques et on retrouve sur l'imagerie un calcul de 15 fois 20 mm. Donc là, on a accédé à la voie biliaire, on fait notre sphinctérotomie. Ça, c'est uniquement le résumé, c'est pas toute l'intervention. En fait, on a tenté de voir si on pouvait enlever le calcul, puisqu'il était en longueur. Par la suite, là, c'est le fil guide sur lequel est monté le ballon. On y va tout doucement. Alors, avec les recteurs, il ne faut pas trop l'utiliser. Le risque d'utiliser les recteurs pour faire monter le ballon est de perforer le ballon. Donc, une fois on sera en place, on a trop utilisé les recteurs, le ballon a été troué, il ne va pas dilater. Donc là, c'est l'injection progressive avec la seringue. On ne voit pas l'extrémité du ballon, il est encore à l'intérieur. Là, je le dégonfle pour monter un tout petit peu. Le produit est à l'intérieur. Et je regonfle un peu pour pousser le calcul vers le haut. Une fois sur la scopie, le calcul est remonté. Là, je pousse et je vois tout mon ballon. Ça, c'est les ballons de 5,5 cm. Contrairement à 3, on arrive à voir l'extrémité tranquillement. Il faut toujours penser qu'on a une lumière duodénale qui fait à peu près 2 cm, donc on n'a pas beaucoup de recul. Mais sur la scopie, on voit que le ballon est vraiment à l'extérieur. On le verra par la suite. Là, le ballon est en train d'être dilaté. Là, on va le dégonfler. Et comme je vous ai dit, ça va saigner.
Là, on a de la bille jaune, à un moment donné, ça va devenir tout rouge. Quand on dégante, il y a une astuce, si vraiment il y a beaucoup de saignement, on peut garder une petite pression. On ne laisse pas le manomètre à 3, on le laisse à 1, et le saignement ne va pas être aussi intense que ça. C'est comme un tamponnement. Donc vous voyez le sang arriver, on va passer d'une image claire à du rouge partout. On va accélérer un peu. Donc je prends mon temps pour extraire le ballon. Une fois le ballon extrait, on nous conseille réellement pour un macro-calcul de toujours s'assurer que le fil guide est en place. On peut se retrouver avec un calcul impacté et la seule solution qu'on aura, c'est le fil guide sur lequel on peut mettre une prothèse. Un calcul enclavé, un macro-calcul sans fil guide, on peut ne plus rien pouvoir passer. Donc c'est toujours du rouge, mais je ne regarde pas trop la vidéo, je suis concentré sur la scobie, je vais monter mon ballon d'extraction, ensuite retirer mon calcul. Le calcul arrive là. Il y a toujours du sang qui arrive, mais l'hémostase sera faite par la suite. Donc c'est des manœuvres vraiment progressives, le calcul va sortir. Il ne faut pas trop forcer, il sortira. Alors petite astuce aussi, si on a un calcul de 15 mm et qu'on va utiliser un ballon, il ne faut pas dilater à 15. En général, il faut tenir compte du diamètre du ballon d'extraction qui fait 2 mm à peu près. Donc, je dilaterai plutôt à 16-17. Le calcul est sorti là. Par la suite, on peut s'aider du ballon d'extraction pour tamponner s'il y a encore un saignement. Sinon, laver tranquillement et voir. En général, dans 80% des cas, ça s'arrête tout seul. Donc là, on n'a plus de saignement actif. Donc, on va passer à la deuxième illustration. Donc on accède à la voie biliaire, on opacifie, elle fait à peu près 13 mm, le duodénoscope il fait 12, donc elle est un peu plus large que le duodénoscope. On va faire notre cholangio, le calcul il est en bas, on va faire une petite sphinctérotomie, on ne va pas trop l'élargir. Là, c'est un patient qui a 2 macrocalculs. J'aurais pu élargir plus, mais vu que je suis parti d'emblée sur une dilatation, donc j'ai pas voulu couper la vidéo, mais vous voyez ma tête là. Là, j'étais en train d'engueuler l'équipe parce qu'ils n'ont pas préparé le matériel adéquat. Donc, on a passé à peu près 10 minutes à attendre qu'ils sortent le ballon alors que tout était prévu dès le départ. C'est un patient qui vient avec 2 macrocalculs et ils ont oublié de préparer le matériel. Donc on passe 10 minutes à attendre que le matériel arrive. Donc là, le fil guide est en place, ça scelle et on ne voit plus rien du tout. On ne va pas s'acharner à faire une hémostase, il est encore tôt. On va enlever nos calculs, ensuite s'occuper d'un éventuel saignement. Donc déjà, on aperçoit une voie biliaire qui est large. Donc ça, c'est les aléas du direct en CPE. Donc, on n'a pas beaucoup de saignement. Le ballon va remonter au-delà du calcul. On sort le premier calcul. Et c'est des manœuvres toutes douces parce qu'on sait que la papille fait à peu près 14 mm. Sur un calcul de 12-13, il va sortir facilement. Il ne faut pas trop forcer, il sortira. Alors ça, c'est l'une de mes vidéos préférées. Donc c'est un patient qui a un calcul de 15 mm. Voilà. Donc, je veux que vous voyez exactement les horaires. On est à 16h24, on a commencé le caté. Donc là, on a utilisé, c'était la première fois que j'utilise le sphinctérotomie
l'Olympus. Ça, là, il n'est pas commercialisé en Tunisie. Hein. Donc j'ai dû partir en Angleterre, appeler un ami qui me le procure. Il me dit, moi je n'utilise pas trop, j'en veux deux, je vais les essayer. Et du coup, là, on accède facilement à la papille. On monte notre fluide. On fait notre cholangio. Le calcul, on le voit en bas. La petite sphinctérotomie. On ne va pas trop élargir. Là, on va juste pousser. On est à 16h26, sphinctérotomie faite. 16h27, on pousse le sphinctérotum. Le ballon remonte, c'est un ballon qui fait 3 cm et il va de 12 à 18. On dilate, on est à 16h27. Il y a le marqueur radio opaque, mais on n'en a même pas besoin vu que tout est en vision directe là. Il y a 1,5 cm à l'extérieur et 1 à l'intérieur. On dilate, on va monter à 18 mm. On dégonfle tout doucement. Je n'ai pas beaucoup de saignement. Et regardez ce que j'ai. Une voie biliaire large. Là, je me suis hasardé, j'ai enlevé le fil guide. J'ai dit, bon, j'ai dilaté à 18, le calcul fait 15. Ça ne va pas gêner. J'ai monté directement le ballon. J'ai aucun saignement, je ne sais pas pourquoi, mais la dilatation, elle est là. On monte notre ballon d'extraction, on va dépasser le calcul, on va gonfler et il va sortir facilement. Le calcul arrive là. On a commencé à 16h24 à peu près, il est 16h31, on a fini l'acte. Juste pour que vous compreniez, le matériel, ça change tout. Et j'arrête pas de le dire, on est limité par le matériel. Quand j'ai demandé à Olympus, est-ce qu'on peut ramener cet instrument, je vous épargne le prix. Hein. Voilà, c'était une commande spéciale, c'était plus de 1 200 € l'instrument. Donc hors de question de pouvoir importer ça. Je vais accélérer un peu, je ne vais pas passer tous les cas. Là, on est chez un patient 90 ans. Il y a du sang dans le duodénum. En fait, c'était une sténose du D1 que j'ai dilaté. C'était un ulcère stélosant dilaté, donc ça saigne un peu. On arrive sur des macro-calculs. On trouve au fait une fistule sur la papille, donc je n'ai pas eu besoin de me casser la tête pour accéder à la papille. Par contre, je ne peux pas trop couper. Je n'ai même pas coupé, je pense. J'ai dilaté directement. Donc j'étais en positionnement, malheureusement, pour accéder à la partie supérieure de la papille. Le ballon de dilatation. Alors parfois, je ne trouve pas les ballons avec fil guide. Il n'y a pas, ils ne sont pas disponibles. Donc tu n'as pas le choix. En fait, on prend des ballons standards. Juste une anecdote, il faut juste sortir la partie en plastique qui est un peu rigide, la coller contre, pas dans ce cas-là, la coller contre l'orifice et pousser son érecteur et sur la scopie. Donc là, on commence à dilater. C'est un ballon qui fait 5,5 cm. On voit bien la déchirure progressive de la muqueuse au niveau du ballon. On va voir sur la scopie. On dégonfle tout doucement. On n'a plus d'encoche. On monte avec le ballon d'extraction. On a une voie biliaire qui est visible. Et tout doucement, on dépasse le calcul, on gonfle le ballon d'extraction et on sort.
le calcul va venir. Petite remarque aussi, si on a un calcul de 15 mm sur une voblure qui fait 18, il faut avoir un ballon d'extraction de 15. 12 ou 9, ça va glisser tout le temps à côté. On est passé directement. Le calcul est sorti là, sans difficulté. Ça, c'est un cas qui m'a fait un peu suer la semaine précédente. En fait, c'est un patient qui s'est passé avec une angiocolite, avec un petit calcul de 12 mm. Et en fait, il y avait un tout petit calcul en bas que j'ai pu enlever facilement avec une sphinctérotomie. Ensuite, il y avait un plus gros qui faisait 17 mm, mais qui était polyhydrique. Donc j'ai passé réellement 1 heure, j'ai dilaté, et ça ne sortait pas. Donc je ne suis pas cassé la tête, j'ai mis une prothèse, je suis reparti. Je l'ai repris après 2 mois à peu près. Et pareil, je dis, bon, il va peut-être diminuer de calibre. Il n'a pas diminué. Et c'est là, j'avais dit aux patients, on va tenter une lithotricine mécanique. On a fait le bloc opératoire avec un chirurgien avisé au cas où ça ne marchera pas. Donc, on arrive à accéder facilement, la sphinctérotomie a été faite. Donc, on passe le ballon de dilatation, on voit l'encoche en bas, on va dilater rapidement. Donc, on a dilaté à 18. On voit l'encoche disparaître tout doucement. Je pense que j'étais monté à 18 ou 20 là. On était monté dans ce cas-là. Et malgré les 20, le ballon n'est pas sorti. Donc on a utilisé un lithotripteur mécanique. On a pu casser, fragmenter le calcul. Donc, toujours le problème de l'aide endoscopiste. On ne fait pas tout le temps des lithotricies mécaniques, donc il faut lui expliquer 1 heure avant c'est quoi le principe, et ça a fini, en fin de compte, j'ai pris le lithotripteur pour casser tout seul, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Donc on a le calcul, on le voit sur la scopie qui est enclavée. On va serrer tout doucement, jusqu'à ce que le calcul se fragmente. Et on le sent, on sent à un moment donné, quand on tourne l'instrument, il n'y a plus de résistance. Le calcul, on va le retirer tout doucement. Une partie du calcul va sortir. Et par la suite, au deuxième temps, on va s'aider d'un ballonnet pour faire la clairance de la voie biliaire. Voilà, le calcul est sorti là. Voilà, le calcul est sorti fragmenté. On va le larguer, ensuite prendre un ballon d'extraction et enlever le reste du calcul. On va le ballon sortir tout doucement, le calcul le suivre. Le reste du calcul est sorti.
Bon. Ça, c'est une petite leçon, connaître ses limites. Le but de toute sphinctérotomie CPE pour calcul n'est pas d'extraire le calcul. Le but, c'est une clairance, c'est d'assurer une issue de la bille sans obstacle. Alors, on m'appelle pour une patiente un samedi après-midi, elle est en angiocolite, la voie biliaire fait 17 mm et il y a un calcul de 15 mm avec une vésicule avec des macrocalculs. Elle a fait une échographie et un scanner. Bien sûr, elle vient de loin, on ne dispose pas des clichés de scanner, ils envoient le compte rendu. Donc, on accède à la voie biliaire et je me suis dit, bon, c'est une image superposée. Il y a un gros calcul, est-ce que c'est la vésicule? J'ai commencé par dilater et à un moment donné, je vais accélérer un peu, on dilate là. On voit l'encoche en bas, elle va disparaître. Bon, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, on dilate, l'encoche ne part pas, elle reste. Le fait quand on revoit, on trouve que le muscle, on dirait qu'il y a une fibrose dessus. Donc là, j'ai élargi un tout petit peu la sphinctérotomie au niveau du muscle persistant.